Bonjour amis de l'ARH, ce matin nous recevons Sylvain Martinet, responsable département développement du capital humain chez Apicil. Alors Sylvain, tu es en charge des sujets liés au développement ARH, donc on connaît en effet ces sujets classiques comme le recrutement, la formation, talent management et autres, mais tu gères également les sujets de diversité et inclusion. Au sein, en effet, du groupe Apicil. Alors, je fais une petite parenthèse. Apicil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de protection sociale et patrimoniale qui est basé à Lyon. Et j'ai plein de questions. Je suis vraiment curieuse de comprendre ton parcours, surtout également tes enjeux en matière de diversité et inclusion. Et plus largement, j'ai envie de comprendre ce qui t'anime, toi, au sein d'Apicil. Quels sont tes combats, tes enjeux. Et je vais donc commencer par la première question, une question que j'aime beaucoup poser en général chez Kokoroé. Quel métier tu souhaitais faire quand tu étais petit ? Bien, bonjour Raphaël, merci de cette invitation. Alors parmi tous les métiers qu'on veut faire quand on est petit, on change beaucoup. Je pense qu'il y a un métier qui a un peu marqué, qui était lié aussi probablement au fait que je suis issu d'une fratrie de trois enfants. Le plus petit est de fratrie. J'ai un frère qui est un artiste et qui m'a beaucoup influencé, qui est aujourd'hui comédien et qui est un vrai cinéphile. Et à une époque, on avait monté notamment un court-métrage ensemble et c'est vrai que j'aurais voulu travailler dans le cinéma et pourquoi pas faire de la réalisation. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins suivi. En tout cas, j'aime raconter des histoires, alors pas au mauvais sens du terme, mais des récits. Ça me poursuit aussi dans mon métier. J'aime aussi faire des montages ou des choses comme ça. Donc voilà, je pense que j'aurais voulu travailler dans le cinéma. Et bon, les choses se sont faites différemment. Tu as pu pousser un peu cette passion, par exemple, dans tes études, ou tu t'es tout de suite orienté vers des études quelque part plus classiques ou plus business ? Alors, j'ai pas orienté dans les études, enfin je me suis beaucoup cherché. Ce qui est sûr, c'est que je me suis pas dit je vais faire des études pour faire ça. Voilà, donc j'ai essayé continuer à avoir cette passion de manière, on va dire, en termes de loisirs. Donc je continue à être beaucoup au cinéma et à regarder ce qui se fait de près. Donc moi, mes études sont plutôt. Alors je me suis beaucoup cherché. J'étais un élève, on va dire, qui était plutôt bon élève. Donc j'ai suivi une voie où on nous indique qu'on a une voie généraliste, hein, on peut s'ouvrir des portes. Donc j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, je suis allé à l'université. Et à l'université, donc dans une faculté de sciences de gestion, j'ai découvert beaucoup de choses qui sont relatives à l'entreprise en réalité. Donc la gestion, la comptabilité, le droit, l'économie, que j'ai découvert aussi à ce moment-là. Donc, bon, et la politique aussi d'une certaine façon, parce que c'est là qu'arrivent aussi des idées qui sont connexes. Donc, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, effectivement, je me suis plutôt orienté vers l'entreprise, qui n'était pas forcément un choix de départ. En tout cas, je me projetais pas. Puis c'est vrai, quand on est tout petit, on se dit pas qu'on va travailler dans les ressources humaines. Je pense qu'on sait même pas ce que sont les ressources humaines. Et l'entreprise, on a des représentations qu'on peut avoir, mais qui sont souvent très fausses en réalité, ou en tout cas qui sont liées à ce que nous renvoie notre entourage, quoi. Et c'est vrai que c'est assez amusant. Je vois que tu as toujours travaillé dans les ressources humaines. Comment ça se fait ? Est-ce que assez naturellement, et finalement, tu n'en es pas sorti ? C'est-à-dire que tu t'es trouvé, quoi. Bah, d'une certaine façon, oui. J'ai mis du temps. C'est ça. J'ai mis du temps, heureusement. Après, c'est pas impossible que je sorte à un moment donné des ressources humaines. Mais c'est clair que j'ai compris une chose quand même, c'est que j'aimais, alors à la fois il y a un caractère social dans tout ce que je m'étais projeté, le côté social avait de l'importance à mes yeux, donc il fallait que ce soit un métier qui soit en lien avec l'humain. Et après, on va dire que ce sont des rencontres, hein, des opportunités qui tracent une voie. Et cette voie, elle s'est tracée, voilà, au fil des opportunités qu'on m'a offertes, des entreprises que j'ai parcourues. Et donc voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, je me suis fait effectivement dans les ressources humaines et c'est un métier qui me passionne beaucoup. Est-ce que tu te donnes la possibilité de renouer avec ta passion pour le cinéma ? Oui. Ouais, c'est vrai. Après Apicil, tu veux dire ? Non, toujours d'un point de vue soit en loisir, soit en tout cas en m'appuyant sur celui-ci dans le cadre de mon travail, par exemple. Alors parfois c'est très éloigné, mais on sait que la place de l'image et de la vidéo, par exemple, tient une place toute particulière aujourd'hui dans le monde d'une manière générale et dans l'entreprise aussi, dans la communication et aussi dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui de la formation. Et la question du récit est importante aussi. C'est-à-dire que je pense que raconter des histoires, encore une fois, dans le sens noble du terme, c'est aussi quelque chose qui appartient au monde des ressources humaines d'une certaine façon. C'est créer un récit d'une entreprise, un sens qui est lié à une raison d'être d'une entreprise, par exemple, engager des collaborateurs, le management autour de ce qu'est ce récit.
Et donc, voilà, dans le cinéma, il y a ce qu'on raconte, il y a la façon de raconter, il y a la façon dont on monte les choses. Et donc, de manière, du coup, assez éloignée, je retrouve quand même des éléments de cette passion première dans mon activité aujourd'hui. Tu as réussi à retrouver, à refaire le lien, quoi. Exactement. Ça, c'est chouette. Exactement. Et puis les week-ends, je vais souvent au cinéma, voilà, à chaque fois que je peux. Et voilà, à côté de ma vie professionnelle, évidemment, je suis un peu connecté à cette passion toujours, quoi. Et là où je te rejoins, dans le learning, on parle beaucoup de marketing de la formation et de l'importance de savoir raconter des histoires, savoir embarquer le collaborateur, voilà, pas juste finalement distiller des formations, mais plus englober finalement la thématique et lui donner envie de se former. Et il y a en effet une narrative qui est très importante. On le disait en introduction, tu as plusieurs casquettes au sein d'Apicil. Donc, tu es sur les sujets de développement RH et diversité et inclusion. Donc, c'est énorme à traiter. J'étais très impressionnée de découvrir tout ce que tu faisais. Comment, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe et comment finalement tu arrives à intervenir et travailler sur ces différents sujets? Comment tu t'organises? Alors déjà, c'est bien de dire effectivement que c'est une équipe qui travaille surtout. C'est surtout faire travailler une équipe sur ces sujets. En fait, c'est assez naturel parce que on a cette chance. Alors, Apicil le groupe Apicil porte le sujet d'inclusion comme un vrai sujet on va dire, attaché à sa raison d'être. Donc, un sujet qui est à la fois au cœur des valeurs de cette entreprise, mais même plus loin que ça. C'est un sujet dont l'entreprise a décidé d'en faire un axe prioritaire de sa responsabilité sociale et sociétale. Donc, le groupe Apicil, voilà, veut favoriser un monde plus juste, plus positif, voilà, plus ouvert à l'inclusion. Et donc déjà, ça aide. Et ensuite, le choix qui est fait de mettre ce sujet, par ailleurs, en tout cas pour ce qui est de l'interne, au cœur du développement RH, ça a beaucoup de sens, parce que mon équipe en réalité mène des politiques de développement, c'est-à-dire des politiques où RH, donc où on recrute des talents, où ces talents, on les fait évoluer, on prend des décisions pour ces personnes-là, c'est-à-dire en gros des décisions relatives à leur carrière, ça peut être des décisions relatives à leur reconnaissance au travers par exemple de performances et de rémunération, etc. Et donc, un des nerfs de la guerre de l'inclusion, ce sont finalement les choix qui sont pris notamment par les managers et qui doivent être pris avec un seul spectre, une seule façon de mesurer, qui est la notion de la compétence et rien d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, on ne doit pas prendre des décisions dans l'entreprise qui seraient de nature à être de notre nature et donc qui nous enverraient vers des sujets de discrimination, par exemple. Donc, mettre la diversité et l'inclusion au plus près des processus de développement RH, c'est d'une certaine façon s'assurer qu'on fait les choses de la manière la plus correcte possible. C'est un combat de tous les jours. Et ça, en tout cas, ça en fait pas une fonction qui serait déconnectée, un peu vitrine et qui viendrait juste là pour brandir des valeurs. C'est vraiment quelque chose qu'on connecte complètement avec nos processus. Et donc derrière ça, c'est bien nos managers et c'est pas nous qui faisons. Donc c'est eux qu'on accompagne sur ces questions parce que c'est eux qui prennent ces décisions, c'est eux qui choisissent qui recrutent, c'est eux qui choisissent comment les personnes, voilà, qui encore une fois qui va partir en formation. Il y a des choix qui sont faits. Ces choix ils doivent être toujours fondés en tout cas sur cette notion d'inclusion. C'est vrai que ce qui est intéressant avec le fait de cumuler en effet les deux, développement RH et diversité et inclusion, enfin en tout cas d'avoir intégré la diversité et inclusion au sein du développement RH, ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ta stratégie. Dans beaucoup d'entreprises, tu vois que ce sont des départements qui sont différents, qui sont tout à fait indépendants. Mais là, tu peux vraiment décliner ta stratégie dans tous ces sujets de formation, de recrutement, mobilité. C'est assez fort. Exactement. C'est-à-dire que de toute manière, tous les principes de RSE, c'est que ça soit ce sujet-là et tous les autres, c'est de se dire que c'est pas quelque chose qu'on rajoute en plus. En fait. C'est quelque chose qu'on fait en faisant son travail quelque part. Donc, je décide pas un jour de dire là je vais exclure et puis là je vais inclure. C'est quand je fais, je m'assure que je n'exclus personne. Et donc, ce qui est intéressant du coup de voir les choses comme ça, c'est que finalement, comme on est au plus près de ces questions-là, on s'assure que ce qu'on met en place, les process qui sont liés à ces process de développement, intègrent naturellement ces choses. Par exemple, on a sorti récemment un module de formation en ligne d'ailleurs sur le recrutement. On aurait pu l'appeler recrutement inclusif ou voilà, mais en fait même pas. C'est un sujet de recrutement
on prend les enjeux du recrutement, quels sont les enjeux d'un point de vue business, etc. Et il y a un chapitre complet, enfin tout est intégré autour de comment on fait un bon recrutement déjà. Et juste de travailler sur les sujets de diversité et inclusion, d'ailleurs, permettent de donner des clés sur à ne pas se tromper et pourquoi on fait le choix de telle ou telle personne en fonction d'une chose qui est pourtant simple, hein, c'est la compétence et uniquement ça. C'est ça qu'on recherche, quoi. Et quel est l'accueil des collaborateurs à Apicil sur tous ces sujets de diversité et inclusion? On a sorti un livre d'Iana et Fatigue très récemment avec Kokoroé qui souligne en effet parfois la réticence ou la fatigue ressentie des collaborateurs sur les sujets de diversité et inclusion qui parfois ont même le sentiment qu'il y a un effet de communication ou de marque employeur. Est-ce que tu sens que toi, toute la stratégie que tu arrives à décliner sur la thématique diversité et inclusion, que tu arrives à décliner en effet en recrutement, en formation, elle est bien comprise par les collaborateurs, elle est bien acceptée? C'est le sujet diversité et inclusion, c'est un sujet qui est exigeant puisqu'il est sans fin. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire je lance telle année le sujet diversité et inclusion puis j'ai coché la case et c'est terminé. C'est-à-dire que il y a un travail qui est fait sur ce sujet qui repose sur déjà la prise de conscience des stéréotypes que nous avons, que chaque humain produit. Et ensuite, il y a un travail permanent sur ces stéréotypes. Et les sujets de diversité et inclusion sont très multiples et variés. Ils touchent tout un tas de sujets. Donc, ça nécessite de la répétition. Effectivement, la première chose qu'il peut y avoir, c'est arrêtez avec ce sujet, quoi. On en parle beaucoup, etc. Donc, et le lancement est pas toujours simple parce que c'est nécessaire en réalité. Donc, une des clés, c'est ce que je vous disais, c'est finalement le faire, mais sans le dire, sans tout le temps expressément le nommer, mais d'être toujours présent, d'être toujours là. Après, il faut quand même, quand on démarre une démarche comme ça, qu'il y ait quand même un effet prise de conscience. Je parlais de stéréotypes, mais aussi de prise de conscience de l'enjeu, qui est un enjeu, qui est encore une fois qui dépasse pour moi le simple enjeu de ce que sont les ressources humaines. C'est un vrai enjeu de société. Et donc, au début, forcément, il faut avoir de l'impact. Donc, quand on lance un sujet de cette nature, qui est un sujet qui n'est pas toujours facile à comprendre dans sa globalité, en tout cas dans sa complexité, qui fait aussi appel, en tout cas parfois, est connexe à des enjeux qui peuvent être des enjeux de société. Du coup, peut faire beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et parfois même des personnes peuvent même, alors c'est peut-être pas s'opposer, mais en tout cas voir ça d'un mauvais œil ou dire mais c'est pas le sujet de l'entreprise, etc. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est d'Apicil, il y a quelque chose qui... alors on est très humble sur cette question-là, hein. Moi je donne pas de leçons et comme je vous dis, c'est un travail qui est continu et on n'est jamais à l'abri de un jour se tromper et de faire, parce que c'est quelque chose qui repose sur beaucoup de responsabilités. Néanmoins, Apicil, comme je l'ai dit, on a fait un vrai sujet de sa stratégie liée à sa RSE, mais si cette entreprise l'a faite, c'est parce que en réalité, c'est au cœur même de son ADN, une entreprise qui a plus de 86 ans aujourd'hui et qui travaille sur ces questions finalement un peu sans le savoir au départ. Depuis toujours, puisque la protection sociale, la vocation, c'est quand même de protéger tout le monde, y compris les plus vulnérables, et donc ceux finalement qui... dans les systèmes d'assurance, de manière générale, c'est tout le monde. Il y a un effet de mutualisation et d'entraide dans cette logique-là. Donc c'est vraiment au cœur de l'ADN d'une entreprise comme celle-ci. Donc quelqu'un qui rentre chez Apicil, normalement, il est aussi recruté sur un fit avec ses valeurs et a priori, il n'y a pas trop de raisons que ça pose de difficultés à tel sujet. Et sur les sujets de diversité et inclusion, je sens que ça te tient à cœur. Je crois que tu fais pas mal de choses pour les seniors. Est-ce que déjà tu peux en parler? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont des sujets prioritaires pour toi sur la thématique diversité et inclusion? Le sujet des seniors, il apparaît comme un sujet d'actualité surtout. Donc on prend la parole sur ce sujet parce que alors il est d'actualité parce qu'il y a eu en tout cas des négociations, l'idée de faire en sorte les entreprises travaillent sur cette question-là. Bon, donc maintenant c'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. On sait que la population française est une population qui est plutôt vieillissante. On sait que ça se traduit sur la population active et donc sur les personnes qui sont disponibles sur le marché du travail. Et ma conviction, mais qui est la nôtre, c'est que écarter 200 entreprises des personnes qui sont seniors, donc on dit souvent les plus de 50 ans, quand on fait les statistiques, mais c'est eux aussi qu'on regarde 50-55 ans qui sont sur le marché du travail, qui sont aujourd'hui exclus, clairement, ils vivent une discrimination qui est de nature, c'est ne pas être recruté, clairement.
En tout cas, les entreprises doivent, et nous aussi, on doit agir chez Apicil, comme toutes les entreprises, en se posant la question, est-ce que notre entreprise ressemble à cette population active et donc du coup qu'est-ce qu'on met en œuvre et pourquoi il y a des choses qui font que cette population à un moment donné est exclue, voilà, faut le dire les choses, en tout cas du recrutement, et comment on combat ça. Et en fait, quand on réfléchit et qu'on travaille sur ces questions, très vite on peut trouver des arguments à la fois pro-business mais aussi très rationnels, qui montrent qu'on n'a aucune raison en fait d'exclure cette population, parce que voilà, le côté rationnel, c'est que de toute manière, la population française vieillit et que on a tous, les entreprises, des enjeux de recrutement qui vont se durcir, parce que on a des personnes qui partent à la retraite, un certain nombre, et il y a beaucoup moins d'actifs qui rentrent aussi sur le marché du travail. Donc de toute manière, le combat sur le marché du travail va continuer, on va continuer à avoir des défis de recrutement. Donc c'est une vraie opportunité pour moi plus qu'autre chose. Et justement, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour les recruter, pour les intégrer? Ça passe par quoi? Ça passe par ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà une politique diversité-inclusion avec un sujet autour de combattre ces stéréotypes. Donc d'une manière générale, on peut pas juste traiter le cas pour moi des seniors, il faut traiter toute la question de ce que veut dire la diversité et l'inclusion. Et donc tout ce qui peut faire qu'on peut discriminer à un moment donné pour de mauvaises raisons. D'accord, donc là par exemple c'est de la formation. C'est de la sensibilisation, c'est des actions de communication, c'est de la formation. Beaucoup, ça peut être des conférences, ça peut être de la sensibilisation, enfin voilà. Donc ça c'est important. Et après l'autre sujet, donc comprendre ces stéréotypes et ensuite arriver sur ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, sur concentrer nos processus, donc là de recrutement par exemple, sur l'enjeu de compétences et strictement là-dessus, et pas sur d'autres sujets. Et donc quand on est un service de recrutement, on challenge aussi, comme on peut le faire dans ces moments-là, les managers qui pourraient prendre des décisions qui sont prises par d'autres, par des biais en tout cas. Et puis un troisième point qui me semble celui qui est le plus important aujourd'hui, dont on a peu parlé en fait quand on a traité la question de l'âge en entreprise. C'est-à-dire que dans les entreprises, on a souvent vu l'âge, enfin en tout cas le senior comme un capital de connaissances qui va partir. Donc, on l'accompagne de deux façons. On l'accompagne à son départ. Donc, les mesures spécifiques sur les seniors, ce sont des mesures d'accompagnement au départ. Et c'est très bien, il faut continuer de le faire. Ce sont aussi des mesures qui visent à ne pas perdre ce capital. Donc, en gros, on dit, les seniors vont être nos formateurs et il faut qu'ils transmettent leurs connaissances, etc. Et au final, une fois qu'on a dit ça, et encore une fois, il faut continuer de le faire parce que c'est important, ce capital, il faut le conserver. On en oublie et on écarte souvent les seniors de l'enjeu que toutes les populations ont en entreprise, qui est un enjeu de motivation, de développement, qui est celui de l'évolution professionnelle. Et je pense qu'il faut que les entreprises aujourd'hui marquent de manière significative cette population autour de ces enjeux-là, comme on peut le faire pour d'autres, mais peut-être plus spécifiquement en se disant, mais est-ce que on a des opportunités pour les faire évoluer? C'est quoi leurs aspirations sur les dernières années que ces collaborateurs ont à travailler? Comment on peut continuer à animer la flamme pour qu'ils soient engagés, etc. Et ça, pour moi, c'est peut-être là où il faut qu'on mette le paquet aujourd'hui, parce que on a laissé finalement ce pan-là de côté parce que focusé sur leur départ quelque part. Et est-ce que justement tu as réussi à... C'est pas évident toujours de mesurer un petit peu ce que tu as pu mettre en place, mais est-ce que tu peux voir un petit peu les impacts de cette stratégie justement sensibilisation, recrutement par les compétences, tu arrives à voir de combien de pourcentage t'es passé de senior à... Alors, nous, on suit ces indicateurs-là. Alors, on a aussi on a un terreau chez Apicil qui est très favorable. Donc, à la fois, je le fais avec beaucoup d'humilité et il y a des choses qui ont été mises en place, mais qui sont liées, comme je vous l'expliquais, à un terreau qui est très favorable, lié à des valeurs, à une culture qui est en place. La question de la diversité et l'inclusion est traitée depuis de nombreuses années chez Apicil, et donc les questions par exemple de stéréotypes, etc., c'est des choses qu'on a travaillées depuis encore une fois. Donc, on a ça qui est en place. Donc par contre, ce qu'on mesure, typiquement, on s'engage notamment dans notre accord de diversité et inclusion sur la question de l'âge. Alors c'est vrai aussi pour les plus jeunes, mais on regarde le nombre de CDI qu'on recrute de plus de 50 ans par exemple, ou plus de 55, je sais plus. En tout cas, voilà, on suit ces indicateurs. D'accord.
Et il se trouve, chez Apicil, c'est une entreprise où on y fait carrière encore souvent, avec une certaine ancienneté, et on en est très fiers. On est un peu contre-courant peut-être, mais on aime que les collaborateurs fassent carrière chez Apicil, et on en a un certain nombre qui sont là depuis un certain temps, et donc on fidélise aussi du coup nos seniors. Et la population aujourd'hui des plus de 50 ans chez Apicil, c'est à peu près un tiers. Donc ça veut dire que on est peu ou prou, on ressemble aujourd'hui à la population active. Donc on aide pour plein de raisons. Comme je l'ai dit, le succès n'est pas que sur les actions qu'on a mis en place. Je pense que c'est lié à ce qu'est cette entreprise, à aussi ce que je vous ai expliqué sur la fidélisation, etc. Mais on a aujourd'hui des résultats qui sont, de ce point de vue-là, qui sont plutôt bons, si on peut le dire, quoi. Très intéressant ce que tu as pu mettre en place en effet sur les seniors. Est-ce que tu as d'autres priorités en termes de diversité et inclusion? Sur les sujets, après on traite un certain nombre de sujets, des thématiques qu'on renouvelle régulièrement, pas plus de priorités que ceci aujourd'hui, qui est plutôt un sujet d'actualité plus qu'une priorité, encore une fois. Très clair. On parlait de tes équipes et du fait que tu n'étais pas seule, heureusement. Est-ce que justement tu as une personne dédiée au sujet un peu diversité et inclusion, ou comment est composée ton équipe? Alors, je travaille avec une vingtaine de personnes. D'accord. Et la personne qui est... alors, ils sont en réalité, il y a même une petite équipe qui travaille sur les sujets de diversité et inclusion, mais on aime dire qu'on est tous concernés par ce sujet. Ouais. Néanmoins, il faut quand même qu'il y ait des leaders dans ces actions. Et la personne qui travaille sur ce sujet ne travaille pas que sur ce sujet. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un choix d'organisation. C'est-à-dire que cette personne est aussi en charge, par exemple, des questions relatives à l'emploi et les compétences, à la gestion des carrières, notamment, et aussi en charge d'un sujet qui est un peu plus éloigné, le SIRH. Donc, c'est pour vous dire à quel point... c'est un grand écart dans ces gens. Et cette personne a une équipe, on a une référente notamment sur les sujets de diversité et plus particulièrement handicap, parce que c'est des sujets qui sont majeurs sur la sujet de la diversité. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas... l'idée, c'est pas forcément d'avoir des personnes dédiées complètement sur cette question, comme je l'ai expliqué, dans la logique de... c'est un sujet qui doit toucher finalement tout le monde, quoi. Et on l'a dit précédemment, tu as également toute la partie développement RH. Donc le scope est assez large. Quel est ton enjeu principal? Quel est ton combat, toi, actuellement? Est-ce que c'est des sujets de recrutement, de formation? Sur quoi tu mets le plus d'énergie? Énergie, on en met beaucoup sur tous ces sujets. Moi, j'y mets beaucoup d'énergie parce que je les mets. Voilà, après, c'est avec des enjeux qui sont parfois différents. Le recrutement, évidemment, j'en ai parlé parce que on a un vrai enjeu de continuer d'être attractif. Et aujourd'hui, on sait que il va y avoir, on va continuer à avoir des défis de recrutement probablement dans les années à venir. Et donc, c'est forcément, on investit beaucoup. Et puis, c'est un des processus qui est à la fois sans doute le plus je ne sais pas si c'est complexe, mais en tout cas le plus difficile à cerner d'une certaine façon, et pour lequel il y a un enjeu quand même qui est majeur, parce que recruter un nouveau collaborateur et réussir, c'est quand même c'est pas donné à tout le monde quelque part, c'est pas si simple que ça. Donc le recrutement restera un sujet. Après, moi, la formation en est un aussi, parce que moi, un de mes sujets fil rouge dans mon parcours, c'est le sujet formation. Et l'actualité du moment qui commence déjà à être un petit peu un peu plus ancienne, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. Le thème est un thème en tout cas important pour le groupe Apicil aussi. Je travaille aussi dans un groupe de travail sur ces questions-là. Et là, c'est plutôt, ça m'anime parce que il y a des enjeux d'impact sur les ressources humaines, d'une part, d'impact. Donc, quand je dis ressources humaines, je parle bien des collaborateurs dans l'entreprise, des métiers. Il y a un impact aussi fort pour la fonction RH. Et puis alors, pour les métiers de la formation, par exemple, c'est passionnant ce qui va se passer probablement. Et justement, sur la thématique de l'intelligence artificielle, comment vous vous positionnez déjà? Est-ce que vous-même, vous autorisez en effet certains outils? Est-ce que les collaborateurs peuvent les utiliser en interne? Alors, on s'est posé cette question et on s'est surtout dit, est-ce qu'on peut interdire les collaborateurs d'utiliser ces outils? Et la réponse, elle est assez claire. Je pense que interdire, ça ne marcherait pas. On fait un parallèle, nous, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, aux questions des réseaux sociaux. Quand il y a eu l'émergence, l'apparition des réseaux sociaux, il y a eu la volonté des entreprises de se dire il faut qu'on soit en maîtrise, nos collaborateurs qui vont parler sur LinkedIn, etc. En réalité, on est en maîtrise pas de rien, mais on peut pas interdire, on peut pas dire ce que vont dire, ce que les collaborateurs peuvent dire sur ces réseaux, etc. Donc, on compare un peu ces technologies de ce point de vue-là.
Et donc, moi, ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle va se diffuser de partout. Elle va être dans les smartphones, dans la vie personnelle, etc. Donc, elle va être dans beaucoup d'outils, et elle est déjà présente. Et nous, du coup, fort de ce constat, on part plutôt du principe, enfin, on a une conviction forte, c'est que, il faut déjà, l'outil il est là, mais je pense que l'innovation par ces outils doit encore s'exprimer beaucoup. Et pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit fait par les personnes qui vont l'utiliser. Donc, on est dans une politique aujourd'hui où on est plutôt dans une évangélisation, une sensibilisation sur c'est quoi l'intelligence artificielle, une politique qui veut donner des autorisations plutôt que des interdits, tout en expliquant les risques qu'il peut y avoir. Et ces autorisations, c'est on sait que vous faites des choses aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais dites-nous ce que vous faites. Là, on s'adresse à nos collaborateurs et on veut même créer avec eux en intelligence collective, à créer des cas d'usage sur les sujets, soit des cas d'usage qu'ils ont déjà imaginés, qu'ils pratiquent et qu'ils vont partager, soit des cas d'usage qu'on va imaginer en collectif. Donc on pense qu'on est on est encore, c'est devant nous quelque part les choses qui vont se faire avec ces outils-là, dont le potentiel d'innovation est vraiment important, et il se fera par les collaborateurs eux-mêmes. Ça, c'est vraiment notre conviction. Donc on est prudent dans le sens où on veut sensibiliser aux risques qui sont associés, encore une fois, parce qu'il y en a, ils sont nombreux, et puis surtout les incertitudes, parce que derrière ces risques, c'est surtout qu'il y a des choses qu'on ne sait pas bien. On ne sait pas bien où sont les données véritablement, comment elles sont captées, donc beaucoup de prudence sur la confidentialité, sur la sensibilité des données qui sont partagées. Mais par contre, c'est allez-y, quoi. Jouez avec ces outils, parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire, quoi. C'est chouette parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui sont encore un petit peu frileuses sur les sujets d'intelligence artificielle. Et là où je trouve que vous incitez vraiment les collaborateurs à prendre en main ce sujet. Et au-delà de ça, vous comptez sur les collaborateurs finalement pour même être force de proposition et pour impulser une dynamique. Est-ce que vous êtes allé est-ce que vous-même vous avez installé par exemple un ChatGPT interne ou un outil, vous en mettez à disposition ou pas du tout? Aujourd'hui est à disposition Copilot sur les postes dans sa version gratuite. D'accord. Donc avec toutes les réserves qu'il peut y avoir. Et on va s'appuyer sur la démarche qu'on conduit actuellement, qui est une démarche à la fois de sensibilisation et d'idéation pour voir quel outil sera le plus approprié. Après, l'intelligence artificielle, on sait qu'elle va arriver à plusieurs niveaux dans une entreprise. Elle va arriver, comme je disais, dans le sens où elle va être présente dans tous les outils. Demain, dans le pack office, il y a de l'intelligence artificielle, tout le monde aura ça, il y aura son copilot un peu partout. Donc, est-ce que ça sera Copilot, est-ce que ça sera ChatGPT ou je ne sais quel, ça, c'est à définir, mais il y aura cette aide aux tâches quotidiennes. Ensuite, il y a les éditeurs avec lesquels on travaille ou on travaillera demain, qui ont dans leur feuille de route de l'intelligence artificielle, qui vont s'intégrer dans des processus. Par exemple, on parlait de recrutement tout à l'heure. On se doute que nos éditeurs d'aujourd'hui vont avoir très vite des choses qui vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc ça va de facto arriver. Pareil pour la formation aussi. Pareil, on pourra y revenir parce que c'est un sujet important. Et l'autre sujet, après, c'est des processus métiers. Donc là, ça, par contre, c'est des gros investissements. Et c'est là où je pense que les entreprises vont être dans des vraies logiques d'innovation, test, avec des investissements, du coup, qui peuvent être majeurs sur je peux changer un processus métier complètement et on met notre propre machine learning IA au service d'un processus. Et là, on est encore loin aussi de ça, quelque part. On est vraiment au premier étage de la fusée, quelque part. En tout cas, il y a une volonté d'intégrer l'IA au sein des process et d'amener les collaborateurs à être curieux. Donc, c'est déjà énorme. On parlait de l'intelligence artificielle dans la formation. Comment vous l'utilisez justement? Enfin, vous qui avez cette sensibilité un peu cinématographique, on peut faire plein de choses, on peut vraiment créer. Alors, est-ce que vous l'utilisez? On l'utilise pas encore, clairement. On n'est pas encore utilisé. Par contre, ma conviction, c'est plutôt de la prospective. Ma conviction très profonde, c'est que elle va répondre à deux sujets pour lesquels on s'attaque. En tout cas, on aimerait s'attaquer depuis des années. Le premier sujet, c'est l'hyper-personnalisation, l'accompagnement individuel hyper-personnalisé. C'est-à-dire qu'en gros, avoir un copilot, un coach virtuel aux côtés de chacun va permettre. Donc, on pourrait imaginer que ces technologies
vont prendre de la connaissance sur vous au gré de dialogues que vous allez avoir avec cette machine, et cette machine va vous connaître. Elle va enregistrer de l'information vous concernant et elle va vous accompagner. Elle va vous accompagner, du coup, d'un point de vue très personnel. Et ça, c'est des choses dont on aspire depuis des années, mais en fait, aujourd'hui, on fait surtout beaucoup de collectifs, avec parfois des petites pointes de choses qui sont individuelles. On fait du coaching, mais en fait, ça va démocratiser cette personnalisation, individualisation, et donc ça donne une performance, en tout cas un potentiel beaucoup plus fort, cette technologie, pour ça. Et l'autre volet, c'est aussi une autre quête, qui est la quête de rapprocher l'apprentissage de l'expérience. Je pense que comme ce coach va être très proche de nous, il va être aussi très proche des situations qui sont les situations de la vie réelle ou de l'expérience. Et donc, du coup, on va apprendre au plus proche de ces situations-là. Et ça, c'est aussi quelque chose, parce qu'on sait que depuis longtemps maintenant, que c'est pas dans une salle de classe qu'on apprend et qu'on développe des compétences. Et c'est des allers-retours qu'on peut faire avec l'expérience, etc. Et donc, à mon sens, ces technologies, donc il faut encore inventer des choses, mais je pense que beaucoup y travaillent aujourd'hui, va nous permettre de relever ces deux challenges, et du coup va permettre à moindre coût, entre guillemets, en tout cas beaucoup moins cher que si on a mis un coach derrière chaque personne, d'accompagner les individus dans leur développement de compétences. Ouais. D'accord. Et l'IA dans la création de formation, c'est pas un axe que vous envisagez ? Dans la création, c'est-à-dire ? Ouais, avec l'IA, vous pouvez créer une formation assez facilement, vous pouvez générer du texte, une image, une vidéo. Le premier sujet de l'IA, enfin l'intelligence artificielle, on dit IA depuis tout à l'heure, mais générative, évidemment, on parle bien de la même chose depuis le début, c'est IA générative, c'est de générer du contenu. Ouais. Donc c'est vrai que je reconnais que, et d'ailleurs, tout le monde s'est engouffré là-dedans, et c'est normal, c'est le plus naturel. Je pense que c'est une vraie opportunité pour le monde de la formation, qui est un monde, on sait, dans les entreprises, on peut le regretter, mais quand on met tous les sujets RH et les enjeux par priorité, la formation n'arrive pas toujours prioritaire dans l'investissement qu'on peut y mettre, pour plein de raisons, parce que c'est aussi, malheureusement pour le regretter, mais c'est pas toujours une priorité dans les politiques RH. Et donc, il n'y a pas toujours les moyens au service de cet enjeu, qui est majeur, qui est celui de développer, nous on parle de capital humain, développer ce capital, etc. Et donc, moi, je crois, très fortement que l'intelligence artificielle générative va être un moyen d'équiper les responsables formation, les équipes de formation, d'outils de production très rapides. Mais au-delà de la rapidité, c'est même s'inventer, en tout cas, d'avoir des compétences qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, je peux créer des images, je deviens graphiste, créer des vidéos, je deviens monteur, sans avoir les compétences initiales pour le faire, sans que ça soit mon métier. Donc, ça va forcément, effectivement, accélérer ces processus-là qui étaient non seulement longs, mais donc du coup aussi chers, parce que ça faisait appel à des compétences souvent externes. Ça dépend de la taille d'entreprise, mais souvent externes, quoi. Oui, et puis de toute façon, ça passe également par les prestataires avec lesquels vous travaillez, et les prestataires, en effet, utilisent aussi beaucoup l'intelligence générative pour créer les formations. Je reviens sur votre titre qui est assez amusant, vous en parliez, responsable département de développement du capital humain. C'est assez rare de voir ce titre. Pourquoi pas responsable du développement RH et de la diversité et l'inclusion? On sent un profil très humain chez vous. Pourquoi capital humain? Alors, pourquoi ? Parce que c'est une conviction, ça traduit une conviction forte, c'est que l'entreprise, et surtout quand on est dans une société d'assurance quand même, parce qu'on a parlé d'Apicil, qui est un groupe de protection sociale, donc c'est une société d'assurance particulière, avec, on va dire, un modèle qui est particulier, parce que c'est un monde qui est désintéressé, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer dans un groupe de protection sociale. Voilà, on est paritaire et mutualiste, comme on dit, donc c'est un monde, mais c'est quand même le monde de l'assurance, et c'est quand même un monde financier. Et dans un monde financier, souvent le capital dont on parle et qu'on met en avant, c'est ce qui est relatif à la finance d'une manière générale. Donc je pense que c'est aussi une façon d'affirmer très fort pour Apicil que une valeur de l'entreprise, donc ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est pas que son capital financier quelque part, et pourtant, encore une fois, on sait à quel point c'est important dans le monde de l'assurance, pour du monde de la finance, pour garantir notamment de la solvabilité, etc. Donc on pense et on affirme que le capital humain, c'est une valeur. Et c'est une valeur pas juste comme ça, c'est une valeur pour le service qu'on délivre aux clients. Donc je pense que c'est une façon d'affirmer que du coup, d'investir dans l'humain, dans le recrutement, d'investir dans la formation, dans le développement de la mobilité aussi, des carrières professionnelles, c'est une façon d'enrichir la valeur de cette entreprise, et donc une façon de créer aussi de la valeur dans les services qu'on propose, et donc de la valeur pour nos clients.
En tout cas, c'est un titre qui en dit beaucoup, en effet, je trouve, sur les valeurs de l'entreprise, sur ce que vous avez envie de réaliser. C'est très chouette. On le disait, vous avez beaucoup de responsabilités. Comment vous parvenez à trouver un équilibre un peu personnel dans tout ça? Est-ce que vous avez des passions, par exemple? Alors, l'équilibre personnel, en tout cas, il est essentiel. Ouais. Voilà. Bon, on travaille aussi. C'est pas pour rien que je suis chez Apicil non plus, hein, mais c'est vrai que c'est une entreprise qui a travaillé beaucoup sur les questions de qualité de vie et de conditions de travail, hein, d'une manière générale. Puisque quand on est dans la protection sociale, on est sensible forcément à ces questions. Et pour moi, donc je suis dans une entreprise qui me permet d'avoir cet équilibre. Donc là, c'est important. Je pense qu'en fonction il ne suffit pas juste de le décréter, il faut être dans un environnement qui permette d'avoir cet équilibre. Et donc, voilà, je pense que ça appartient après à chacun de mettre ses priorités. Puis c'est des temps aussi dans la vie professionnelle qui peuvent être différents, où parfois on va s'investir peut-être quand on sort des études, on a la famille n'étant peut-être pas encore présente, on va s'investir davantage dans l'entreprise. Après, voilà, la famille est présente, on peut avoir des enfants, etc. Et donc, et puis il y a aussi le cercle d'amis, tout ça. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, cet équilibre, parce qu'il est une condition aussi de ma performance aussi dans l'entreprise. Bien sûr. Donc, et concrètement, quand tu dis que c'est une entreprise qui te permet d'avoir un équilibre, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de pouvoir quitter le travail très tôt, de ne pas recevoir le mail à partir d'une certaine heure? Exactement. C'est tout ça. Et j'ai travaillé dans d'autres environnements où on librement pouvait envoyer des mails après 20 heures. Chez nous, c'est pas possible. Et personne ne le fait? En tout cas, si on va dire des responsables dans l'entreprise, qui peuvent être les ressources humaines, mais même nos dirigeants voient ça, en général, ils ne voient pas ça d'un très bon œil. Et on sait le dire. Donc oui, ça passe par là, parce que la tentation aujourd'hui d'un monde très hybride, justement imbriqué et très connecté, peut pousser et parfois pour confort personnel, il faut aussi se le dire, à ce que je fasse un mail le soir parce que ça m'arrange, je viens de coucher mon enfant et que j'ai pris du temps à ce moment-là, mais je préfère en prendre, et ça, à la limite, c'est OK. Par contre, ce qui n'est pas OK, c'est d'envoyer des mails à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas envie de recevoir un mail à cette heure-là et entendre son téléphone qui sonne, par exemple. Bien sûr. Donc, tout est un jeu d'équilibre, en tout cas. Voilà, on est très vigilant sur toutes ces questions qui sont de comment on sollicite, j'allais dire la charge mentale, parce qu'on parle beaucoup de ces questions-là, mais en tout cas, on sollicite les collaborateurs et comment on préserve, surtout pour eux, des temps qui sont leur temps et leur temps personnel, quoi. Oui, tu disais que que vous étiez plutôt bon sur la fidélisation. Ça fait certainement partie des axes qui facilitent en effet la fidélisation des talents, quoi. Le fait de respecter cet équilibre finalement. Alors, je pense que les gens s'y retrouvent, effectivement. Après, nous, ce qu'on souhaite surtout chez Apicil, c'est que les collaborateurs trouvent du sens dans leur travail. Évidemment, on a une politique qui permet d'avoir ces conditions de travail qui sont de bonnes conditions, j'allais dire confortables, en tout cas qui sont évidemment vues par beaucoup de collaborateurs comme de bonnes conditions, mais nous, notre priorité, c'est plutôt le sens. Le sens, il passe par ce qu'est la raison d'être d'Apicil, les valeurs, et ça passe aussi par l'autonomie et la responsabilité qu'on souhaite donner à nos collaborateurs et à la confiance qu'on leur accorde. J'ai fait le parallèle avec l'IA, par exemple, et on pourrait le faire sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on croit vraiment que le potentiel de performance, il vient de l'initiative qui est prise par les collaborateurs, et en particulier par leur bon sens, d'une certaine façon. Et ça, on croit fort, en tout cas, que c'est un des moyens pour Apicil d'attirer du monde, et une fois qu'ils sont chez nous, de continuer à travailler. Tu parles d'initiative. Justement, est-ce que vous facilitez, par exemple, l'intrapreneuriat? C'est quelque chose que vous proposez? Oui. D'accord. Oui, on facilite, mais on a même des programmes qui sont assez ambitieux là-dessus, en tout cas, je trouve, notre taille d'entreprise, parce qu'on reste une entreprise, on l'a pas dit, mais on est un peu plus de 2000 salariés, 2200, 2300 salariés. Donc on reste une entreprise de taille intermédiaire, on va dire. Et pour autant, on a des programmes d'entrepreneuriat qui sont assez ambitieux. Alors, on en a deux volets. On a un volet intrapreneuriat qui est un volet où plutôt des collaborateurs qui ont envie de lancer dans l'entrepreneuriat, ont une idée. Et il était déjà arrivé qu'on accompagne des collaborateurs dans ce projet-là, qui est un projet plutôt de sortie quelque part, en tout cas avec une création d'entreprise et une innovation qui est propre à un individu, qui est un projet personnel.
Et on a conduit dans le plan stratégique qu'on mène actuellement, on avait un volet diversification dans notre plan stratégique, diversification des activités. Et une partie de cette diversification a été menée au travers du coup d'un programme d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a dit à nos collaborateurs, est-ce qu'il y a des volontaires, voilà, on a des pistes aujourd'hui de diversification, on ne sait pas comment on va les prendre, et on ne veut pas faire le projet comme d'habitude ou avec les grandes étapes, etc. On veut le faire en mode test and learn avec vous. Et du coup, on a conduit plusieurs promotions d'équipes, de collaborateurs qui ont du coup, voilà. Vraiment en mode start-up. En mode start-up en interne. Et on était aussi accompagnés évidemment pour ça, mais toujours dans cet esprit qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'était sur quel type de produits, par exemple? Ça a été des différentes thématiques qui sont liées à ceux de la protection sociale. D'accord. On a par exemple un axe aujourd'hui qu'on a développé qui est un 4e métier pour Apicil. Donc Apicil a 4 métiers, la santé et la prévoyance, on en a parlé, l'épargne et les services financiers, ce qu'on appelle la retraite complémentaire par délégation d'Agirc-Arrco. Donc tout ça, c'est le monde de l'assurance, on va dire, de personnes au sens large. Et depuis un an, on a développé un nouveau métier qui sont les services. Et typiquement, on a conduit du coup un certain nombre de projets d'innovation autour de comment accompagner les entreprises sur des sujets. Donc dans le service, ça veut dire un service à nos clients. Parmi nos clients, on a des DRH par exemple. Et donc on a conçu, imaginé des produits qui permettent d'accompagner en tout cas apporter un service de conseil. Donc on sort du métier de l'assurance complètement, et aujourd'hui c'est des choses qui sont devenues complètement intégrées à ce nouveau métier, quoi. Oui, c'est assez incroyable de voir à quel point vous faites confiance aux collaborateurs aussi. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par l'IA, ça passe par les initiatives possibles, l'entrepreneuriat, ça se ressent, quoi. C'est dans les valeurs, ça se ressent vraiment. Donc, on parlait en fait de ton vie privée, vie pro qui était clé pour toi. Est-ce que tu as des passions qui te permettent d'avoir vraiment une bulle, un espace pour toi, de travailler ta curiosité, de t'inspirer, par exemple? C'est qu'il y a du sport, des lectures, est-ce que tu écoutes des podcasts? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Ah oui, peut-être le cinéma finalement. Tu reviens à ça? Alors, le cinéma, évidemment, un petit peu, qui est un fil rouge. Après, je me dis pas cinéphile non plus, au sens, parce que je suis proche de certains cinéphiles et j'ai pas cette connaissance non plus, toute cette culture. Par contre, c'est vrai que le cinéma, j'ai été beaucoup au cinéma depuis étudiant, j'ai occupé beaucoup de week-ends. Après, je suis devenu papa. C'est un point non négligeable. Donc, quand on devient papa, on a moins de temps pour ça, et du coup, c'est aussi une source pour moi de ressourcement, par ailleurs. Donc, ma famille en est une. Je ne peux pas dire que c'est un loisir, mais par contre, c'est évidemment une occupation et des moments de ressourcement qui sont forts. Le sport aussi a été, je dis a été, il devrait encore l'être, il faut que j'y retourne beaucoup, mais c'est pareil, le temps me manque. Mais le sport a été aussi un fil rouge, puisque, voilà, soit au travers de mes études, et puis encore récemment, j'ai toujours fait du sport, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'il y a un film que tu nous conseilles à voir en ce moment-là, en salle? Alors, pour ceux qui nous écoutent, on est en juin, on est 28 juin 2024. Non, je vais être très mauvais conseil, parce que véritablement, en fait, j'ai un petit garçon qui a 18 mois. D'accord. Dans 18 mois, c'est pas possible. Donc, je suis pas le cinéma depuis longtemps. Néanmoins, des films, on peut en conseiller. Après, moi, je suis un adepte des films, soit de Quentin Tarantino, par exemple. Donc, tous ceux qui connaissent pas son univers, je conseille cette cinématographie, quoi. Magnifique. Je vais passer mon week-end à redécouvrir en effet la filmographie de Quentin Tarantino. Merci beaucoup Sylvain pour ce moment, pour cet échange. Moi, j'ai vraiment rencontré, je trouve que tu es quelqu'un de très humain, et finalement l'entreprise que tu as rejoint, j'ai l'impression, porte ses valeurs également. On voit au travers en effet de ton poste. J'étais très impressionnée en effet par ce que tu as pu mettre en place pour les seniors. Je trouve qu'il y a des valeurs hautes qui sont en effet portées par Apicil sur l'équilibre de vie proposé. Cette initiative, en effet, également laissée aux collaborateurs au travers de l'IA, mais également de l'entrepreneuriat. Donc merci en tout cas pour ce temps, Sylvain. Et puis, chers amis de la RH, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Raphaël.